C'est que tout ça, on est en plein dans l'affaire Epstein, on est en plein dans l'affaire Combs. Vous avez des gens qui se croient au-dessus des lois, et d'ailleurs ils le sont, parce que s'ils ont les moyens de payer des avocats 1 ou 2 millions de dollars, les avocats les tirent d'affaire. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média. Aujourd'hui, on se penche sur l'affaire Puff Diddy avec M. Xavier Raffer, qui est criminologue bien connu en France et qui est également directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM. Bonjour, M. Raffer. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre temps est précieux. Donc, bon, une affaire encore, bon, c'est évidemment scandaleuse, bon, qui implique M. Sean Diddy Combs, aux États-Unis, bon, les gens le savent, M. Combs a été bon, arrêté à Manhattan récemment pour trafic sexuel et racket. Il a plaidé non coupable. On a refusé sa libération sous caution. D'abord, M. Raffer, j'ai envie de vous demander comment vous trouvez le traitement médiatique de cette nouvelle affaire. Ça dépend de quels médias on parle. Il y en a qui sont très évasifs et d'autres qui sont très incisifs. Alors tout se situe naturellement quelque part entre les deux. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'affaire se passe aux États-Unis, et quand une affaire se passe aux États-Unis, il faut commencer par donner le contexte. Le contexte est sans doute plus familier pour des gens qui habitent immédiatement au nord des États-Unis, comme le Québec, etc. Mais quand même, il faut le rappeler. Les États-Unis, culturellement, sont un bateau qui n'a pas de quille. À savoir que régulièrement, les États-Unis, depuis l'origine, c'est pas récent, ça remonte au début de la création de l'État fédéral américain, et ce que je vais vous dire avait déjà été vu, déjà été compris par le politologue et le sociologue français Tocqueville, qui avait fait un long voyage aux États-Unis, qui était revenu avec un ouvrage qui se lit toujours très bien, qui s'appelait La démocratie en Amérique, et où il disait que les États-Unis passaient d'une crise à l'autre. Alors, par exemple, tous les pays, en tout cas en Europe, ont connu au moment où s'est constitué le prolétariat d'usine, c'est-à-dire où les gens sont venus en très grand nombre des campagnes et sont venus s'agglomérer dans la périphérie des villes et ont été travaillés dans les premières usines au début de la révolution industrielle. C'était des conditions de travail très dures, et ce qui permettait aux ouvriers en question de tenir, c'était souvent l'alcool. Donc il y a eu des phases intenses d'alcoolisme dans les classes populaires des différents pays d'Europe à mesure qu'ils entraient dans la révolution industrielle, et aussi aux États-Unis. Alors, bien entendu, l'alcoolisme se passe dans des débits de boissons ou à domicile, donc c'est très difficile à régler et à, comment dire, à corriger sans entrer dans la sphère privée, ce dont les États démocratiques et libéraux ont assez horreur. Donc il faut faire attention à la manière dont ça se passe. L'alcoolisme en France était un problème grave, mais petit à petit, on y est arrivé. Il a fallu des décennies, mais c'était par l'éducation, c'était par des méthodes d'incitation, et c'était surtout pas en prenant des mesures abruptes et idiotes, alors que les États-Unis, bien entendu, ont fait le contraire. Ils ont décidé un beau jour que l'usage et la consommation d'alcool seraient interdits sur tout le territoire fédéral La des prohibition, oui, oui. 50 États des États-Unis, la prohibition, et ce faisant, ils ont livré entièrement le commerce de l'alcool aux mains de la mafia, la vraie, hein, c'est-à-dire les Italo-Américains. Alors le phénomène a été le suivant, en deux mots: dans un pays où au moins 20 millions et depuis facilement 30 millions
des habitants sont d'origine irlandaise, les priver d'alcool et de whisky et tout ça, c'est un peu difficile. Mais bien entendu, donc à la minute où ça a été interdit, ils ont commencé à faire des espèces de circuits clandestins pour se procurer de l'alcool. Et comme ça rapportait des milliards, et comme les gangs irlandais qui faisaient ça étaient assez désorganisés, ils ont été remplacés par la mafia italo-américaine qui, elle, était unifiée et unitaire. À l'époque, il y avait 24 familles qui étaient réglées les unes par rapport aux autres et donc qui agissaient et qui bougeaient tous d'un seul tenant. Et ça a livré une grande partie du grand banditisme et de la criminalité américaine à la mafia pour les 30 années suivantes. Donc régulièrement, les États-Unis ont des crises comme ça, et la crise de la prohibition, comme d'habitude, était une crise de puritanisme, à savoir que à un moment donné, on trouve que le monde est corrompu, donc on veut retourner au royaume des anges, être pur et parfait, et naturellement, si il s'était inscrit dans la tradition catholique qui est un peu plus lucide sur ce point-là, ils auraient su que qui veut faire l'ange fait la bête, et par conséquent, ils auraient vu que le remède serait pire que le mal. Mais non, ça les reprend régulièrement. Vous avez des crises de ce qu'on appelle régulièrement, il n'y en a pas une, il y en a eu plusieurs, des crises en anglais satanic panic, hein, parce que ça rime bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la population d'une partie des États-Unis pense que le système éducatif est aux mains de sectes sataniques, que les enfants sont entraînés dans les messes noires. Et alors bon, en Europe, ça existait, ça, mais au Moyen-Âge, tandis que la dernière satanique panique dont je vous parle date d'il y a moins de 20 ans aux États-Unis. Donc ça les prend, et la dernière crise satanique, c'était autour des réseaux sociaux, autour d'un organisme qui s'appelait, qui signait Anonymous QAnon, donc Quanon, Ouais, mais Q-I-A-N-O-N, voilà. Vous connaissez bien ça. Et donc là aussi, on prétendait qu'il y avait des messes noires dans une pizzeria à Washington, pas loin de la Maison Blanche, et que Hillary Clinton et son mari se régalaient du sang d'enfants sacrifiés et autres histoires pareilles. Donc ce que je vais vous ouais. dire s'inscrit dans cette Oui, perspective-là. parce que vous avez effectivement un point de vue culturel dont vous traitez dans votre livre, là, Jeffrey Epstein, l'âme damnée, la troisième culture. Donc, vous abordez vraiment le phénomène de la criminalité sous un angle sociologique, culturel. Mais donc, d'une part, vous nous dites que aux États-Unis, on réagit d'une certaine façon à un certain puritanisme, à intervalles plus ou moins réguliers. Donc, il y a dans cette culture de l'orgie, peut-être, c'est ça, une réaction à ce puritanisme. Et de l'autre côté, ce que vous appelez la panique satanique, c'est aussi une réaction, finalement, à cette réaction, là. Donc, est-ce qu'on peut quand même penser qu'il y a dans les préoccupations populaires par rapport, par exemple, à l'hypersexualisation, quand même des éléments qui sont justifiés, là, parce que monsieur Didi, monsieur Combs, est quand même était à la tête d'un véritable réseau de trafic sexuel. Pour vous, c'est une culture, la culture de l'orgie, etc., là, celle que vous décrivez dans votre livre, non? Mais les deux se complètent et s'entretiennent et se poussent l'un l'autre. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une culture hystériquement puritaine dans laquelle le fait de regarder les genoux d'une dame dans le métro peut vous conduire en prison, vous avez fatalement par réaction et par contrepartie des gens qui se délivrent de cette obsession-là en plongeant dans les orgies les plus abjectes. C'est l'un et l'autre sont les deux faces de la même pièce, exactement. Donc, vous avez cette aspiration à la clarté morale, comme ils le disent, à la pureté, qui conduit les gens à vouloir mener une vie impeccable, entièrement tournée vers le travail, parce que dans la tradition calviniste, le travail et la rédemption qui vous permet de gagner, d'espérer un jour gagner le paradis. Et donc, comme l'a dit d'ailleurs un éminent homme d'État américain, le temps c'est de l'argent. Vous savez que les puritains britanniques, au temps de Cromwell, sont eux, c'est à ce moment-là, et c'est pour eux qu'ont été inventées les montres qu'on porte au poignet, vous savez,
parce qu'il fallait être toujours dans l'instant, il fallait toujours être précis, il fallait toujours être au travail. Et donc cette obsession du travail et de la pureté, à certains niveaux, conduit par contrepartie psychologique aisément compréhensible, à un moment donné, il faut que les gens se défoulent, hein, et donc ça les conduit à des pratiques orgiaques camouflées sous cette espèce d'apparence de volonté, de puritanisme à tout prix. C'est dans Molière, c'est l'histoire du Tartuffe, hein, c'est ça, voilà. Cacher ce sein que je ne saurais voir, et à partir de ce moment-là, on essaye d'entraîner la femme de son ami à l'adultère, quoi. Ce sont les deux faces de la même pièce. Donc, vous avez aux États-Unis des pasteurs qui, la Bible à la main, hurlent que Satan est proche, qu'il faut se repentir, qu'il faut punir, que les deux pires horreurs dans la vie d'un croyant sont de jouer de l'argent, gambling, et de boire de l'alcool, drinking, et qui, après ça, poursuivent des petits garçons dans les toilettes, quoi. C'est les mêmes. Ce que je vous dis est un phénomène fréquent. Donc, on est là dans l'espèce d'obsession contradictoire américaine entre la sainteté d'un côté et la maison close de l'autre. Donc, et vous dites les gens, c'est pas plutôt quand même une certaine élite qui s'adonne à ces pratiques là, orgiaques ou pas? Quand vous dites les gens, évidemment, ce n'est pas la population américaine comme telle, ou pour vous, c'est plus large que l'establishment? Non, quand on connaît bien, je ne sais pas si vous connaissez bien les États-Unis, moi j'ai été tellement de fois dans ce pays, j'y ai enseigné, et pas n'importe où, hein. Je participais aux Summer Sessions de l'Université de Stanford. À un moment donné, j'ai aussi donné des cours à la John Kennedy School of Government de Harvard, aussi pour des conférences régulières, etc. Donc je connais bien ce pays, mais surtout, j'ai été pas mal de fois rôder, traîner comme ça pour voir ce qui s'y passait dans l'Amérique profonde. L'Amérique profonde, c'est-à-dire que quand vous sortez des grandes métropoles de la côte est et de la côte ouest, dès que vous allez vers l'intérieur du continent, c'est un pays comme je n'en ai jamais vu d'aussi aimable et d'aussi agréable. Vous arrivez dans n'importe quelle petite ville des États-Unis, vous allez voir la mairie, vous dites je suis français, et immédiatement mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous avez besoin d'une voiture, vous voulez qu'on vous loge, etc. Il n'y a pas de pays dans lequel, j'en connais peu de pays dans lequel la population de base, c'est-à-dire les gens de tous les jours, ceux qu'on peut rencontrer au supermarché, dans une petite ville ou n'importe quoi, sont aussi aimables et prêts à servir et gentils avec les autres. Là, on est dans la tradition d'hospitalité et de l'accueil. Et au-dessus de cette grande masse d'Américains gentils comme tout et sympathiques et agréables avec lesquels on a du plaisir à parler, même si on se rend compte que enfin, ils sont loin de tout, quoi. Les réalités locales s'imposent à eux et le reste du monde, c'est-à-dire ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Asie, etc., on en est assez loin. Mais vous avez, dans cette Amérique profonde, vous avez par-dessus une couche, et la couche en question, elle est totalement détestable, puisque elle s'impose la manière dont s'affirment les couches supérieures de la population aux États-Unis, c'est par l'argent. Voilà, quand vous êtes en contact avec des gens de pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire à Washington ou dans les grandes villes, ils commencent tout de suite à vous demander combien vous gagnez, qu'est-ce que vous faites comme business, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. La France est dans la culture plutôt sur ce plan-là. Je parle sociologiquement catholique, on ne parle pas des gens qui vont à la messe, mais sociologiquement catholique. Et on ne parle jamais d'argent, de son argent personnel, ça ne se fait pas. C'est aussi grossier que de parler de ses histoires intimes en public, etc. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup? Et cette couche supérieure de la population, c'est-à-dire une petite élite qui est concentrée sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis, elle se croit libérée des obligations de la population générale, celle de gens plutôt sympathiques. Et voilà, il y a des bandits comme partout, hein, vous savez, c'est pas, il y a pas de, les peuples de saints n'existent pas, mais vous avez quand même cette élite à qui son argent permet d'échapper à tout. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'affaire Epstein, vous avez une trentaine d'individus
qui ont été directement mises en cause par les jeunes femmes qui avaient été violées chez Epstein, qui ont été désignées parfois par des dizaines de jeunes filles différentes, ne se connaissant pas entre elles, ne pouvant pas avoir concocté entre elles une espèce d'accusation factice visant à récupérer de l'argent sur le dos de gens riches. Donc toutes les conditions du témoignage réel étaient rassemblées et les jeunes filles en question ont désigné des individus du doigt. Aucun d'entre eux n'a jamais été même inquiété par le FBI. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment sur les médias, mais dans le mois précédent l'élection du nouveau président des États-Unis, il y a un scandale qui s'est emparé des réseaux sociaux. Il y avait un brave homme de l'État de New York qui avait un écureuil qui montrait sur les réseaux sociaux et qui s'appelait Peanut ou je ne sais pas trop comment, le petit écureuil, voilà. Et donc, cet homme dont le seul tort était d'avoir chez lui un animal qui n'avait pas été déclaré parce que il aurait pu transmettre la rage ou de cette quelle maladie à un être humain. Or, il a été établi depuis que l'écureuil n'est pas un vecteur de transmission de la rage. On est venu chez lui, la police l'a arrêté, on lui a mis des menottes, on a confisqué son raton laveur, là, son raccoon et son écureuil, et on les a tués, hein, alors que les gens qui ont violé des jeunes filles, mais lui c'était un Américain de base, c'était un brave homme qui montrait son écureuil sur les réseaux sociaux, et alors que les milliardaires qui ont au minimum violé et participé à des orgies avec des jeunes femmes dont certaines étaient mineures, dans l'île de M. Epstein, aucun d'entre eux n'a même reçu la visite du D'ailleurs, FBI. vous le rappelez justement dans un article paru dans Atlantico numéro 39 en octobre dernier que la liste des clients d'Epstein est encore sous clé depuis 5 ans. Et justement, votre texte est paru avant la réélection de Donald Trump et vous posez la question en conclusion. Est-ce que le retour de Trump va changer quelque chose pour finalement cette élite qui, comme vous le décrivez, se croit au-dessus des lois finalement? Et on parle même de Mme Tulsi Gabbard là, à la tête du renseignement. Est-ce que Monsieur Combs peut craindre la réélection de Trump dans le traitement de son affaire, là? Alors, vous savez, ce qui se passe avant une campagne électorale et ce qui se passe après sont deux choses totalement différentes. Nous avions chez nous un homme politique corse qui avait commencé sa carrière dans des milieux un peu, disons, douteux, qui s'appelait Charles Pasqua. Et Charles Pasqua, qui était un grand cynique et qui avait l'accent de Marseille, parce qu'il était de Marseille, il disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». Voilà. Alors, les promesses qu'a fait M. Trump avant d'être élu, c'est-à-dire je vais rouvrir le dossier Kennedy et on va savoir en fin de compte par qui il a été tué, je vais revoir le dossier Epstein, etc. C'était avant qu'il soit élu. Maintenant, le fera-t-il? C'est une autre histoire, parce que ces affaires-là, ce sont des fusils à un coup. C'est-à-dire une fois que vous avez ouvert le dossier, eh ben, c'est fait, quoi. Donc, quels que soient les dégâts pour les élites en question, il y a un certain nombre d'individus là-dedans qui vont être mis en cause, dont certains seront peut-être condamnés, mais tant que vous gardez le dossier par chez vous, il y a tous ceux qui ont trempé dans les affaires en question qui tremblent. Et ceux qui ont trempé dans les affaires en question, tous et ceux qu'on en connaît, sont naturellement moins nombreux. Ainsi, si vous voulez garder tout le monde dans la trouille et faire en sorte que après ça les gens vous laissent tranquille et puis vous fichent la paix, vous avez intérêt à montrer le dossier mais à ne pas l'ouvrir. Donc ça, c'est ce qui tendrait à montrer que M. Trump gardera le dossier sous le coude et fera trembler tout le monde avec. Mais il y a une autre réalité, c'est que l'homme, parce que toute la clé de l'affaire Combs, c'est le FBI, c'est la police fédérale. Parce que justement, est-ce que le fait, M. Raffaire, le fait de justement garder confidentiel un certain nombre d'éléments n'entretient pas, ne nourrit pas un certain nombre de ce qu'on appelle les théories de la conspiration? C'est-à-dire, si on était transparent,
peut-être que ça limiterait justement la diffusion, par exemple, des fois de fausses images. Il y a une image de Jennifer Lopez qui a circulé, bon, qui serait soupçonnée d'avoir participé peut-être à ces fameuses soirées pour le moins olé de Monsieur Combs. Est-ce que c'est la bonne façon de faire selon vous? Ben évidemment, non, mais ça dépend ce qu'on cherche. Les, les gens qui, aux États-Unis, dans la dernière campagne présidentielle, ont voté pour Trump, c'est la population du milieu de l'Amérique. Hein. C'est celle que les élites de la côte Est et de la côte Ouest appellent avec infiniment de mépris flyover country. Hein. C'est la partie sur laquelle on vole pour aller de New York à San Francisco. Et donc, ça n'a aucun intérêt ce qui se passe là-dessous. C'est les grandes plaines avec des ploucs ou des bouseux ou des paysans. Et donc, ça n'a pas une très grande importance. Mais cette population-là, on lui a raconté tellement de mensonges, on lui a raconté tellement de sottises, on lui a raconté que Saddam Hussein s'apprêtait à avoir des bombes atomiques et qu'il avait la 4e armée du monde. Tout ça était naturellement absolument faux. Et c'est simplement un exemple parmi 50 autres. On les a tellement abreuvés de sottises qu'ils ne croient plus rien à l'heure actuelle. Et quand on croit à plus rien d'effectif, eh ben, l'esprit, la, la, je commence toujours mon cours à l'Institut de criminologie en expliquant à mes étudiants que l'animal le plus faible à la surface de la Terre, c'est l'homme. Parce qu'il n'a pas de cornes, il n'a pas de sabots, il n'a pas de griffes, il n'a pas de carapace, il est nu et il est très faible et son enfant naît 3 mois ou 4 mois avant qu'il faudrait, si on voulait, qu'il naisse prêt à lutter pour la vie, etc. Mais que l'être humain, il a un cerveau. Et son cerveau est plus gros que celui de toutes les autres espèces de mammifères. En conséquence de quoi, quand on occulte la réalité d'une situation à une masse d'êtres humains, la masse d'êtres humains commence par inventer et à fantasmer. On lui cache la réalité, et ben elle invente des trucs. Et donc, bien entendu, vous avez parfaitement raison, si jamais on cache les dossiers en question, les êtres humains vont inventer. Tout ce qu'on appelle les conspirationnistes et autres, ça n'est que ça. Ça n'est le fait que, mais c'est pas récent, dès qu'on est sorti du Moyen Âge en Europe et dès qu'on a commencé à commercer au niveau de provinces entières ou même de pays entiers, alors qu'avant l'économie était purement villageoise. Eh bien, dès qu'on a commencé à faire ça, on commençait à circuler des théories comme quoi c'était les Juifs ou les Jésuites qui contrôlaient l'argent, qui voulaient dominer le monde, etc. Parce que comme la réalité de l'économie telle qu'elle se pratiquait vraiment n'était pas compréhensible et n'était pas accessible aux gens dans les villages, ils ont commencé à fantasmer sur des complots et des conspirations. Chaque fois que c'est difficile à comprendre, chaque fois l'être humain invente une conspiration. Alors, évidemment, le fait de lui cacher la réalité, c'est pas le meilleur moyen pour le rendre raisonnable. Hein, voilà. Donc, tout ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, on est en plein dans l'affaire Epstein, on est en plein dans l'affaire Combs. Vous avez des gens qui se croient au-dessus des lois, et d'ailleurs ils le sont, parce que s'ils ont les moyens de payer des avocats 1 ou 2 millions de dollars, les avocats les tirent d'affaire. Oui, les tirs d'affaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont même à la fin pas condamnés. Même s'ils sont trouvés avec le cadavre à leurs pieds et le couteau sanglant à la main, ils vont être tirés d'affaire. On a vu des exemples dans ce cas-là de gens très riches et très puissants qui s'en sont tirés absolument sans aucun ennui grave. À commencer par les complices de Jeffrey Epstein, qui n'ont même jamais été inquiétés. Vous avez des gens quand même, le patron, enfin l'ex-patron de Microsoft, enfin des grands avocats, des professeurs à Harvard, et je donne pas de nom parce que tout le monde les connaît, qui ont dit bah oui, oh, bon, je le voyais de temps en temps, je prenais un café avec lui, mais vous savez, je regrette bien parce que d'après ce que j'ai lu, il n'était pas très fréquentable. Et point final, ils n'ont même jamais été convoqués par la police. On ne parle même pas d'avoir été blanchis. Ils n'ont même jamais été convoqués. Ils n'ont jamais vu le FBI à ce propos-là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ceci, c'est que naturellement, Donald Trump a beaucoup souffert de ça. Parce que depuis à peu près une décennie, le ministère de la Justice et son bras armé, le FBI, qui dépend institutionnellement du ministère de la Justice,
était une sorte de milice aux ordres du Parti démocrate et qui faisait tout ce qu'il pouvait pour démolir et déglinguer Trump. Alors, Donald Trump vient de mettre à la tête du FBI, vient de désigner à partir du 20 janvier à la tête du FBI un magistrat d'origine indienne qui s'appelle M. Kash Patel. Et Kash Patel a des idées sur l'avenir du FBI qui sont en plein nettoyage des écuries d'Augias. Alors, si jamais il fait le quart de ce qu'il a annoncé, mais là, il faut le prendre un peu quand même plus au sérieux parce qu'il n'a pas annoncé ça avant les élections, il les a annoncés après. C'est-à-dire que vous connaissez le processus. À l'origine, les États-Unis sont tellement grands qu'il fallait que les élus arrivent à cheval de l'autre bout du continent. Donc, le président était élu en novembre et il prenait ses fonctions en janvier de manière à ce que tout le monde puisse arriver à cheval à Washington pour assister à l'intronisation. Donc, la partie entre le premier mardi de novembre et le 20 janvier, elle est consacrée à une passation de pouvoir et à l'intronisation des nouveaux. Et les nouveaux, quand ils arrivent, bien qu'ils doivent passer l'épreuve d'être entendus par le Sénat et adoubés par le Sénat, ce qu'a dit après l'élection, une fois qu'il était désigné comme potentiel patron du FBI par Donald Trump, si Kash Patel en fait le quart de ce qu'il a dit, à l'heure actuelle, au FBI, comme on dit familièrement en français de France, ils ne doivent plus avoir un poil de sec, quoi. Donc, pour vous, ça vous paraît positif, le ménage qui va être fait? D'ailleurs, au Québec, on présente justement le nouveau directeur du FBI, Mme Tulsi Gabbard, comme des fous dans les médias. C'est très étonnant. Qu'est-ce que ça vous dit d'ailleurs qu'on les présente? Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais on présente littéralement Mme Gabbard comme une folle. Ça a été dit par un commentateur très connu au Québec. Est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qui explique ce genre d'insulte? Non, c'est les gens qui sont dans l'entourage de Trump sont des militants politiques véhéments, donc ils ont expliqué les choses de façon véhémente et ils ont expliqué ces choses de façon véhémente à une élite médiatique qui était assez largement hostile à tout ce qui était conservateur aux États-Unis. Donc, la démarche la plus simple quand on est puissant et dans les médias, ça consiste non pas à essayer d'entendre ses adversaires et à dialoguer avec eux, mais ça consiste à les disqualifier, c'est-à-dire à les traiter de crétins ou de fous, etc. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Mais ils seront bien obligés de vivre avec parce que d'ici maintenant moins de 2 mois, 2 mois, ils les auront au gouvernement. Alors, si ce n'est pas les premiers choisis, ça en sera deuxième parce qu'il faut passer, je vous dis, il y a une habilitation à obtenir du Sénat, mais de toute manière, ils se retrouveront avec une équipe largement beaucoup plus conservatrice que j'ai lu un chiffre récemment en disant qu'il y avait 90 grands journaux aux États-Unis, c'est-à-dire par journaux, on entend non seulement les quotidiens imprimés, mais tous les groupes de presse et les groupes médiatiques, et que les groupes de presse en question, qui étaient 90, il y en avait 85 qui étaient pour Biden et 5 à peine qui étaient pour Trump. Même chose, aujourd'hui, tout ce qui permet aux Américains de s'informer dépend au sommet de 6 géants des multimédias, de la Silicon Valley ou du high-tech, et les 6 sont entièrement entre les mains d'individus se disant eux-mêmes progressistes. Donc, la seule exception à cette règle, mais sans doute a-t-elle été très importante pour Trump, était Elon Musk et puis X Twitter qui a un peu contrebalancé. Voilà. Donc, c'est ça qui va se passer. Le ménage vous apparaît positif ou finalement les services de renseignement et le FBI vont devenir à nouveau un organe partisan? Est-ce que vous pensez que les républicains vont faire la même chose que les démocrates finalement ou ils vont avoir plus de maturité finalement, plus de recul? Non, c'est pas ça. Le monde a profondément changé. C'est-à-dire que le monde dans lequel il y avait... Alors, il y a une expression qui est très importante parce qu'elle dit les choses de façon très précise, qui est du philosophe du XXe siècle allemand Martin Heidegger. Il dit qu'à tout moment dans la société,
il y a ce qui s'appelle des puissances configuratrices, c'est-à-dire des puissances qui modèlent en amont l'exercice du pouvoir et qu'après ça, tout ce qui se fait dans la politique et dans la société dépend peu ou prou de ces puissances surplombantes configuratrices. Par exemple, dans l'Europe du Moyen-Âge, l'Église catholique était la puissance configuratrice. Après ça, dans l'Europe du 19e siècle, c'était les puissances capitalistes, celles qui avaient créé les grandes industries et tout ça, est d'ailleurs bien décrit dans Karl Marx, dans le Capital de Karl Marx. Et donc maintenant, le monde a changé et les puissances configuratrices ne sont plus les mêmes. À savoir que dans un monde dominé par les réseaux sociaux, dans un monde de l'immédiateté, dans un monde de la simultanéité, les services de renseignement et même les médias sont moins utiles que ça l'était il y a un siècle. Les médias, ou même 50 ans, les médias ont perdu le monopole de l'information. À l'heure actuelle, il y a un barrage qui se rompt dans l'Arizona et il y a 2000 morts, vous l'apprenez par Twitter longtemps avant que ça soit dans le journal, quoi, ou alors par Facebook, ou Dieu sait quoi, ou les réseaux sociaux. Voilà. Donc le monde a changé et je crois que la puissance des deux grands industriels de la tech auprès de Trump, que sont Vivek Ramaswamy et puis Elon Musk, sans doute ont-ils réussi à convaincre Trump que la meilleure manière de réformer l'appareil fédéral. Alors, donc pour répondre précisément à votre question, ça ne m'inquiète pas qu'il y ait le nettoyage en question, parce que le pire de Non, mais je tout, pense que c'est l'État. le nettoyage était nécessaire, mais la question, c'est de savoir si, comme au Brésil, finalement, chacun des camps va utiliser finalement l'appareil d'État pour se servir, finalement, parce qu'on voit ça au Brésil, les deux camps utilisent le judiciaire pour faire le procès de l'adversaire. Est-ce que les républicains C'est vont être plus vrai, matures que ça ou ils vont faire la même chose? c'est vrai, mais je pense qu'ils ne feront pas la même chose. Je pense que le, si Elon Musk et ses quelques collègues de la tech, enfin les plus conservateurs d'entre eux, Thiel et les autres là vont essayer d'imposer un nouveau type de gouvernement dans lequel des tas de fonctions seront maintenant réalisées par voie d'intelligence artificielle et par usage de la blockchain, c'est-à-dire de systèmes numériques permettant d'assurer des correspondances parfaitement sécurisées sans passer par des intermédiaires et par des médias. Et donc, je crois qu'il va y avoir une tentative de réformer l'État fédéral de fond en comble à partir de principes nouveaux, tels qu'en son temps, la nouvelle informatique fondée sur l'intelligence artificielle les a développés. Je crois que c'est ça leur ambition. Alors, l'ambition, c'est une chose, la réalisation, c'en est une autre. L'État fédéral américain est-il capable de supporter des tels changements, des tels chocs, des tels électrochocs, même c'est le cas de le dire, c'est une autre affaire. Mais il va essayer de le faire. Alors c'est sans doute le cas, ça sera sans doute le cas parce que l'État fédéral aux États-Unis est très faible. Les États-Unis sont un géant avec une tête d'épingle. Ben, c'est une Songez. fédération aussi, donc le respect des Ouais. entités étatiques, là. Oui, mais ça n'empêche que vous avez à l'heure actuelle 336 millions, 340 millions d'Américains et que le FBI a, le chiffre est secret, mais en gros autour de 12 000 agents pour 336 millions d'habitants. Donc, pareil pour l'appareil d'État. Vous avez un système de collecte des statistiques criminelles aux États-Unis. Là, on est en plein dans mon domaine, c'est-à-dire que on ne sait pas le nombre réel de gens assassinés, de gens cambriolés, de gens aux États-Unis. On sait le nombre de ce qui est récolté par 12 000 points de récolte, les bureaux du shérif, etc. Mais il y a certains États des États-Unis très criminogènes, dans lesquels il y a une masse d'homicides, comme par exemple l'État du Mississippi, dans lequel la collecte de toutes les infractions qui, par exemple, dans un pays comme la France, est faite à partir de tous les commissariats de police, toutes les gendarmeries, pour tout l'État du Mississippi. Alors, je ne sais pas le nombre d'habitants, c'est facile à trouver sur Internet, mais il doit y avoir 12 ou 13 points de collecte. C'est-à-dire que l'État fédéral américain dispose de moyens antédiluviens. Alors,
il y a une raison pour ça, c'est que comme les gens de la base aux États-Unis se méfient comme de la peste de leurs dirigeants, parce que généralement, ils font quand même beaucoup de sottises, comme cette histoire de prohibition et tout, ils tiennent à garder le maximum de pouvoir à la base, c'est-à-dire au niveau des États et des comtés. Alors tout ça est parfaitement raisonnable, et donc si on veut le réformer sans imposer un carcan à la population, il faudra passer par le sommet et trouver des moyens autour des nouveaux dispositifs électroniques, blockchain, etc., pour y arriver. Voilà. Donc, en attendant, tant que ça n'est pas fait, eh bien, vous avez des individus comme le Sean Combs, là, etc., Puff Daddy, etc., donc qui sont capables de passer pendant des années et pendant des décennies entre les gouttes, d'organiser des orgies des orgies dans lesquelles on a des témoignages, notamment d'une petite fille de 9 ans. Hein. Et on a des témoignages d'individus qui ont participé à ces orgies, disant que la pièce était pleine de jeunes gens et de jeunes filles, et il dit il suffisait de leur taper sur l'épaule pour aller dans la pièce à côté et d'avoir avec eux des rapports sexuels. Donc, Voilà. vous évoquez une sorte de culture de la clandestinité aux États-Unis. Alors attendez, si vous me permettez, je continue en disant que les orgies étaient tellement invraisemblables que ceux qui en étaient les acteurs, si vous voulez, ceux qui participaient aux orgies directement, c'est-à-dire qui, comme je viens de vous le dire, attrapaient des adolescents et des adolescentes et les amenaient dans les buissons, c'était dans un jardin, pour abuser d'eux. Ces gens-là étaient dans un tel état d'épuisement sexuel à la fin des orgies qu'il fallait les coucher sur des lits et leur faire des perfusions pendant des heures avant qu'ils aient la force de rentrer chez eux. Ben voyons. Ils étaient à demi-morts de ces orgies. Mais c'est délirant, là. Donc, ça va au-delà quand même de ce contre-puritanisme. C'est-à-dire, c'est quand même une ampleur qui traduit quelque chose de délirant, là. Mais oui, mais non, mais c'est pas délirant, je vous l'explique très facilement. Ce sont des gens qui commencent le début de la soirée à se gaver de drogues aphrodisiaques. Donc ils commencent à se graver. Les drogues dont ils se gavent au début de ces orgies ont deux fonctions. Première fonction, désinhibante. La fonction désinhibante, c'est que ben, je vais me mettre tout nu et puis je vais me mettre à courser les femmes dans les buissons, etc., comme je vous l'ai dit, parce que d'ordinaire, ce sont les règles de conduite dans la bonne société qui me l'interdisent. Alors à partir du moment où les drogues que je prends, comme de l'ecstasy ou des choses comme ça, font tomber les barrières que la société met pour le fait de se livrer en public à des actes qui relèvent de l'intimité, à ce moment-là, je peux le faire. Et donc, en plus de ça, je consomme des aphrodisiaques, ce qui fait qu'au lieu de pouvoir le faire une fois, je le fais 10 fois. Et à partir du moment où j'ai été désinhibé et où j'ai agi comme ça, comme un singe en rut pendant 10 heures, eh bien, je suis tellement épuisé qu'il faut me faire des intraveineuses avec des produits dopants pour pouvoir que je puisse simplement remonter dans ma voiture et rentrer chez moi. Donc, je vous dis, ce sont des orgies abominables, quoi, qui pouvaient durer donc, mais ça prend 2 ou 3 jours. Ça prend des installations, ça prend presque même un système, ça prend presque des infirmières, à ce que je comprends, pour... Oui. Mais cette culture du silence, quand même, M. Raffaire, c'est-à-dire, comment expliquer cette culture du silence? C'est-à-dire, le nombre de personnes impliquées est tellement grand, finalement, parce que, bon, on fait appel à combien de personnes déjà juste pour mettre en place ce genre de soirée? Ça prend du personnel, ça prend des portiers, peut-être même de la sécurité. C'est toute une infrastructure. Donc, il y a beaucoup de gens qui collaborent à ça, qui sont complices, là. Mais ça a été parfaitement décrit. Les fameuses fêtes de Puff Daddy, là, c'était il fallait la logistique et l'installation et la surveillance demandaient des centaines de personnes à chaque fois. Mais bien entendu, je vous ai dit que c'est un pays qui était régi par l'argent. À partir du moment où, pour installer une fête de village où on va vendre des cookies et où on va faire des tours de poney pour les enfants, ou alors vous organisez une orgie, c'est Puff Daddy, au lieu de gagner 1000, vous gagnez 100 000. Alors vous gardez le silence parce que vous avez envie de gagner 100 000 plusieurs fois plutôt qu'une. Et c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, le silence règne, mais un beau jour, quand ça n'est plus supportable, et quand ça n'est plus supportable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin,
des gens très proches du centre du pouvoir risquent d'être gravement compromis. Alors là, on a intérêt à couper les choses avant que l'irrémédiable soit produit. Et donc, la première fois qu'on s'en prend à monsieur Sean Combs, Puff Daddy, et qu'on le met en prison et qu'on commence à trouver chez lui, parce que bien entendu, comment il conserve sa sécurité? Il conserve sa sécurité comme monsieur Epstein, en faisant des vidéos et en disant je vais révéler ça à tout le monde. C'est du chantage des gens puissants. Alors à partir du moment où le FBI... alors il faut savoir aussi une chose, c'est que, pas Epstein, mais des gens comme Puff Daddy, tous les rappeurs en gros qui ont trempé dans ces affaires-là, ce sont des gens qui sont toxicomanes depuis l'adolescence. Ça fait depuis l'adolescence qu'ils boivent 20 fois trop et qui se droguent 20 fois plus que n'importe quel citoyen normal. Ce qui fait que quand ils atteignent 40 ou 50 ans, ils n'ont plus l'esprit très clair, si vous voulez. Ils ont l'esprit complètement embrumé par toute cette drogue, par tout cet alcool. Enfin, vous vivez dans l'orgie pendant 20 ans, 30 ans, ça ne vous fait aucun bien à la tête, quoi. Alors à la fin, il était persuadé qu'il était une espèce de roi du monde, d'intouchable. C'était une sorte de délire des grandeurs, de délire d'impunité. Et quand le FBI sonne, bah, il trouve tout parce qu'il pense même plus à rien cacher, quoi. Incroyable. Monsieur Raffaire, un grand merci pour ces éclairages. Je voudrais ajouter une petite chose, Allez-y, si ça, ben si j'ai encore allez-y, 2 oui. minutes. D'où vient le Puff Daddy et d'où viennent tous les autres qui participaient à ces orgies? Ce sont des rappeurs, c'est-à-dire des pratiquants d'une sorte de, on ne peut pas appeler ça de la musique, mais de spectacle dans lequel il y a des gens qui arrivent sur scène et qui racontent des choses généralement horriblement sexistes et racistes, où ils traitent les blancs de villes misérables, où ils se vantent de se droguer, ils se vantent d'avoir été des gangsters, et généralement ce sont des gangsters. Tous leurs noms de scène sont des noms de gens qui participent à un gang. Peut-être que les honnêtes gens ne savent pas ça, mais quand on est dans un gang, on doit prendre un nom de guerre, on doit prendre un pseudonyme parce que ça permet d'échapper à la police. Quand on parle au téléphone avec son vrai nom, naturellement, on risque plus de se faire arrêter que si on a un pseudonyme. Alors, par exemple, vous en avez un rappeur qui est très connu, qui est devenu maintenant milliardaire, qui lui, semble-t-il, n'a pas participé aux orgies en question, mais peut-être en a-t-il fait d'autres par ailleurs et on le découvrira un jour, parce que ce sont rarement des petits saints. Son nom de scène, c'est Jay-Z. Hein? Et alors le Jay-Z en question, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'à New York, les lignes de métro n'ont pas des numéros, comme par exemple à Paris, ligne 1, ligne 2, ligne 3, mais elles ont des lettres A, B, C, D, E, F, G. Et donc il y a un croisement entre deux lignes, la ligne J et la ligne Z, Jay-Z, et c'était là où il vendait de la cocaïne. Donc c'était son nom de guerre. Donc ce sont tous... Alors Puff Daddy, ça, en français, ça donne Pépère l'a bouffé. Hein, au début, c'était ça. Il a transféré un peu son nom en Didi après ça, quand il voulait s'acheter une honorabilité. Mais ce sont tous à l'origine d'anciens gangsters, des gangs noirs juvéniles, Crips et Bloods, et qui sont montés par cette musique qui d'ailleurs s'appelle, il s'en cache même pas, cette musique s'appelle gangster rap. Hein, voilà. Et le premier groupe de gangster rap qui a lancé la mode de cette musique, le premier disque, enfin recueil de rap qu'ils ont fait s'appelait Straight Outta Compton. Compton, c'est le quartier de Los Angeles où il y a les gangs juvéniles noirs, les Crips et les Bloods, et les trois fondateurs de ce groupe. Il y en avait un qui s'appelait Dr. Dre et l'autre qui s'appelait Ice Cube. Et le docteur, en argot, le docteur, c'est celui qui donne les médicaments. Hein, et les médicaments, c'est quoi? Et Ice Cube, c'est un des noms du crack en argot. Voilà. Donc tous, c'est des gens qui trempent dans le banditisme et la drogue depuis qu'ils sont jeunes, ou en tout cas, ils ont traversé une phase de banditisme et de gangstérisme, et c'est pour ça que moi, en tant que criminologue, je m'y intéresse. Ce sont des clients pour moi, et Puff Daddy comme les autres. Non, effectivement, Voilà. il fallait effectivement évoquer cette culture du gangstérisme, la culture rap en V1 qui fait l'apologie, il faut le dire carrément, du crime et même du proxénétisme. Donc, cette variante-là, effectivement, est très importante. Et du racisme.
Alors, ils traitent tout le monde de raciste, mais le titre le nom du premier groupe de rap dont je vous ai parlé de Compton, c'est NWA, Niggers with Attitude. Hein. Donc, niggers, c'est le langage du Ku Klux Klan. Alors, ils l'ont repris à eux-mêmes comme titre de fierté, mais quand même, ce sont l'utilisation de termes violemment racistes et sexistes, c'est du pain commun et du quotidien dans le rap. Gangster rap. Un rappel très important. Merci beaucoup, M. Raffaire. Donc, on espère vous revoir à une autre occasion. Dites-moi et je serai là. Au revoir. Excellent. Merci beaucoup.